Donc là, on a une chouette surface commerciale et donc là, les ventes commencent à augmenter. Quand on ouvre, évidemment, on sort un petit peu du bois et on se fait connaître par des agriculteurs, des associations, etc., qui ne nous connaissaient pas. Et donc là, on a eu un gros coup de demandes pour intégrer le réseau, que ce soit de producteurs ou de points de vente. Donc c'est vrai que l'ouverture du magasin a nécessité beaucoup de boulot pour le mettre en place et l'assurer. Mais à côté de ça, on a eu un boom aussi au niveau des demandes d'adhésion à la coopérative. Donc, voilà, donc ça c'était en 2019, donc on a fait un gros boom à l'ouverture, beaucoup de clients, etc. Ensuite, le chiffre d'affaires n'a fait que baisser jusque août, où c'était vraiment devenu très bas. Et puis, on a continué, on a commencé à remonter, à fidéliser. On est arrivé aux fêtes. 2020, on fait une bonne entrée au mois de janvier, février. C'est généralement des mois calmes. Là, ça permet quand même de bien vendre. Et puis, ben, on a le boom avec la crise du Covid. Voilà. Alors, au niveau des autres projets, donc le projet magasin étant le premier projet magasin, Denis, oui. Denis, on va peut-être d'abord passer à quelques questions qui sont sur le chat avant de passer au projet, si tu permets. Oui. D'abord, une première question, c'est quid des prix pratiqués par les producteurs qui vendent également chez eux dans un magasin à la ferme, par exemple? Y a-t-il obligation de pratiquer les mêmes prix que via la coopérative? Donc, non, en fait, vraiment, les producteurs sont totalement autonomes du point de vue de la gestion du prix. Alors, nous, forcément, les producteurs qui viennent vers nous, ce sont des producteurs qui ont besoin qu'on les aide dans tout ce qui est logistique, amener leurs produits, etc. Donc, forcément, ils n'ont pas d'intérêt à ce que leurs produits soient plus chers au réseau que s'ils vont le livrer eux-mêmes, ou si, en tout cas, ils le vendent eux-mêmes à des professionnels. Donc, forcément, ils ont tendance à baisser leur prix quand ils mettent au réseau par rapport à quand ils vendent eux-mêmes chez eux. Mais maintenant, il n'y a aucune obligation, rien du tout. Et il n'y a pas d'obligation non plus de, comment dirais-je, ils ne sont pas obligés de passer par le réseau. Ils peuvent très bien vendre à des épiceries du réseau en vente directe parce que c'est leur voisin, c'est leur pote ou quoi. Il n'y a aucune obligation de cet ordre-là. C'est vraiment laisser libre aux producteurs de faire comme ils l'entendent. Maintenant, c'est clair que si un produit est beaucoup trop cher au réseau par rapport à ce qu'il peut l'être quand on va chercher à la ferme, on n'a pas d'intérêt. Et donc là, le producteur ne vend pas bien par le réseau. Mais franchement, ça se passe rarement comme ça. Peut-être un ou deux producteurs qui n'ont pas encore vraiment intégré cette notion de prix et de service du réseau. Donc sinon, quelles sont les conditions pour adhérer au réseau, aussi bien par rapport aux producteurs que par rapport aux points de vente? Alors, pour les producteurs, il n'y a pas vraiment de charte pour le moment qui est mise en place. Donc, il faut que les produits soient issus de la province du Luxembourg. Donc, en tout cas, pour tout ce qui est production primaire, on demande que les producteurs soient issus de la province du Luxembourg. Alors, on n'est pas à 4-5 km près de la province. On a quelques Français frontaliers, on a quelques Namurois frontaliers de l'autre côté, et ça se passe très bien comme ça. Comment dirais-je? Et pour tout ce qui est transformateur, là, on a déjà essayé de se creuser plein de fois la tête. Donc, on demande à ce que les productions soient majoritairement de la province du Luxembourg. Donc, les produits à partir desquels sont transformés les produits qu'on va vendre soient majoritairement issus de la province du Luxembourg ou en tout cas de la Wallonie, quoi. Maintenant, on est clair qu'une confiture d'orange, elle ne va pas être issue de la province du Luxembourg. Donc, il n'y a pas d'obligation d'être bio. Enfin, voilà, il n'y a pas d'obligation sur le type d'agriculture. Donc, nous, tant que c'est des productions locales, on accepte. C'est ça. Donc, il n'y a pas de distinguo bio, conventionnel, il n'y a pas de… Non, on a les deux qui se côtoient sur le site. Par contre, nous, comme on a des épiceries certifiées bio, nous avons fait certifier la coopérative. Donc, la coopérative de distribution est certifiée bio. Pour les épiceries qui doivent nous rejoindre, on n'a pas d'exigence à part qu'elles ne doivent pas appartenir à des grands groupes franchisés. Donc, on n'ira jamais dans les carrefours, dans les Cora, même si c'est des petits Cora, enfin des petits carrefours de market, de village, des petits Cora, oui. Mais voilà, quoi, il n'y a pas d'obligation autre que de ne pas appartenir à des grands groupes de distribution.
Autre question, est-ce que vous observez une harmonisation des prix qui se fait sur un même produit au travers du système Non. Pourquoi? Parce que tout le monde a des réalités qui sont différentes. Donc, si on va prendre l'exemple d'un fromage de chèvre frais, bio, nature, euh, on peut très bien avoir un jeune producteur qui se lance, qui n'a pas encore d'accès à la terre, qui réalise des investissements, comme on pourra avoir un profil de personnes plus établies qui font une reconversion professionnelle pour qui justement les soucis, les priorités financières ne sont pas les mêmes et donc c'est extrêmement délicat. Donc on n'a pas d'harmonisation sur les produits, ça va être pareil, observez-le en maraîchage. En maraîchage, c'est pareil, il y a des maraîchers qui vont être mécanisés, c'est la diversification d'une ferme, il y a des jeunes qui peuvent s'établir sur un hectare et qui font tout à la main. Donc chaque producteur a sa réalité. Maintenant, nous, on laisse fonctionner la libre concurrence, donc au niveau de la coopérative, on l'a dit, on a une grande politique d'ouverture. Il y a de la concurrence au sein même de la coopérative. Donc, on va retrouver 5 producteurs de chèvres. On aura leurs 5 fromages frais de chèvre au magasin. Et donc là, on pense que l'épicier va lui-même pouvoir faire son choix dans les producteurs avec lesquels il désire travailler, qu'un épicier peut très bien commander un produit, un fromage de chèvre qui est plus près de chez lui, même s'il est un petit peu plus cher, mais c'est l'attente de sa clientèle. Et au final, tout s'harmonise. On n'a pas besoin de leur demander d'harmoniser leur prix. Après, donc, c'est arrivé qu'un producteur soit vraiment le double du prix des autres et donc lui-même va observer qu'il va probablement moins vendre. Il vendra moins donc, au niveau des épiceries, au niveau du magasin collectif et ça va susciter chez lui une réflexion. Et donc là, on est partenaire pour en discuter et avoir un retour. Donc chaque producteur a l'opportunité de travailler avec le réseau pendant une année. Et au terme de cette année, on fait une évaluation un petit peu informelle et en discutant comment ça se passe pour lui au niveau de ses activités au réseau. Et à partir de ce moment-là, on lui demande de se positionner. Soit il en est satisfait, il continue à utiliser le service. Alors là, il y a obligation de prendre une part au niveau de la coopérative et de s'impliquer. Il faut que les producteurs, il faut que tout le monde se mobilise financièrement autour d'un outil. C'est ça un outil collectif. Il vit, voilà, il prend pas de part et la collaboration se termine. Après, on reste un outil de commercialisation mutualisée. Il n'y a pas d'obligation de travailler avec le réseau, il n'y a pas de démarchage. Si un producteur arrive à écouler toute sa marchandise sans passer par le réseau, l'objectif est atteint. S'il a besoin de pouvoir aller plus loin, il va pouvoir utiliser le réseau. À titre d'exemple, on a un producteur qui a commencé à travailler avec le réseau dès le départ, donc il fait partie vraiment des tout premiers producteurs. Il devait vendre pour un chiffre d'affaires de 50 € par semaine. Maintenant, ils frisent les 10 000 € par mois. Ça leur permet de pouvoir arrêter des marchés qui sont plus éloignés. Donc, l'intérêt pour un producteur de travailler avec le réseau, c'est qu'en mutualisant, il va pouvoir gagner du temps. Et c'est du temps pour être en famille, faire d'autres activités ou alors redévelopper son entreprise s'il en a besoin, pouvoir permettre d'engager, etc. Et donc, le collectif fait vraiment sens. Et d'autant plus, Hélène l'a dit, on est en province de Luxembourg, donc les distances à parcourir sont très grandes pour pouvoir distribuer un maximum d'épiceries et pour pouvoir revendre ses produits. On est assez vite limité à la vente à la ferme et les marchés, c'est bien sympathique les marchés, il y en a beaucoup en province de Luxembourg parce que justement, les gens doivent trouver des systèmes de vente directe et donc aller à des marchés. Après, c'est toujours énormément de temps qui n'est pas à la ferme, les ventes à l'extérieur, et donc c'est pénible, même si c'est sympa de participer à un marché en termes de travail, ça reste quand même la vente la plus pénible que le réseau où, au final,
ben, on reçoit le lundi matin un mail avec des commandes pour toute la province du Luxembourg qu'on prépare pour le mercredi. Un livreur vient le chercher et c'est terminé, quoi. Les produits sont vendus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de prise de risque à ce niveau-là. Tout ce qui est commandé sur le réseau, tout ce qui va être produit par l'agriculteur sera payé à la fin. Tandis qu'un marché, ils produisent, ils se déplacent, ils chargent des frigos, ils vont, si le temps est pourri, ben, ils ne vendent pas forcément, ils reviennent avec la marchandise, ils sont obligés de l'acheter ou de la valoriser autrement, mais c'est un moindre risque. Maintenant, pour revenir sur la question d'harmonisation du prix, non, il n'y a pas d'harmonisation de prix sur les produits. Comme Denis l'a dit, il y a plusieurs fromages de chèvre ici au magasin, chèvre frais, nature, donc vraiment des choses assez standards. Et tout se vend. On remarque que ce n'est pas forcément le moins cher qui part ici au magasin, c'est le lait que le client a choisi et peu importe le prix, j'ai envie de dire, on est sur des gens qui cherchent quelque chose. Quand ils viennent ici, ce n'est pas juste de la consommation parce qu'il faut manger, ils cherchent un produit qualitatif et la qualité est vraiment quelque chose de propre à chaque consommateur et ils viennent chercher juste le produit de qualité qu'ils ont eux choisi. Et il y a aussi quelque chose qui fait force ici. En fait, au début, à chaque fois qu'on faisait rentrer, on va prendre un fromager qui travaille à partir du lait de chèvre, parce que c'est ça qu'on a le plus ici représenté, je pense, en produits laitiers. Je veux dire, les premiers ont eu peur qu'en faisant rentrer d'autres producteurs de chèvre, on fasse baisser leur vente à eux. Et en fait, ça ne s'est jamais produit. Depuis l'histoire de la coopérative, le chiffre chez chaque producteur ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on fait très attention quand on fait rentrer un producteur à faire rentrer un acheteur en même temps. Et donc, ça équilibre assez bien les prix, les ventes, et ce qui fait qu'en fait, ça ne fait que croître pour tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'harmoniser les prix au final, quoi. Okay. Chacun vend et vend de plus en plus. Alors, autre question d'Alain, c'est pourquoi avoir préféré rémunérer un producteur et non travailler sur les marges différentes en fonction de l'application du producteur dans le projet? Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué comme question. Non, mais... ça va. Ça aurait été compliqué dans la gestion parce que le projet magasin, je l'ai expliqué quand on a lancé le projet magasin, il s'est fait sur base volontaire. Et donc, on a des producteurs qui ont pu... On est parti sur un système de 3 types de permanents. Donc, les permanents actifs, les permanents occasionnels et les extras. Donc, les permanents actifs, ils s'engageaient à être présents au minimum une demi-journée par semaine. Les occasionnels, une demi-journée par quinzaine. Et les extras, c'était une demi-journée par mois. Donc, ce système en fait, chacun a décidé quelle catégorie il prenait. Et donc, on a vraiment des producteurs qui ont été très, très actifs au niveau du magasin au début. Et puis après, on s'est rendu compte que le système tenait un petit peu moins. Et donc, on envoie maintenant plutôt toutes les dates et chacun remplit l'horaire en fonction de ses disponibilités et de ce qu'il veut donner comme temps à la coopérative. Donc, au début, c'était difficile, en fonction des heures qu'il venait prester, d'avoir un système avec les marges. Donc, nous, on est plutôt parti sur un système de rémunération en se disant, ben voilà, c'est comme si on avait un employé à la vente, voilà combien il va nous coûter, et on va pouvoir, et on a divisé ce coût entre les producteurs. Alors, au niveau des rémunérations, il y a 3 types de rémunération. Donc, soit ils nous remettent des factures, on leur paye leurs prestations. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour tous les producteurs qui se lancent, qui ont besoin de liquidité. Ça va permettre de ramener de l'argent sur l'exploitation. Alors, dites-moi un autre endroit où on va pour vendre ses produits et où on est payé pour le faire. Donc, c'est vraiment... c'est tout confort. Ils se pointent, ils arrivent au magasin. Le magasin est déjà achalandé avec leurs produits, ceux des autres. Ils sont au chaud, ils vendent. Voilà, c'est très sympa et en plus, ils sont payés. Donc, 1, ils sont payés sur facture si on le désire. 2, ils peuvent avoir des bons d'achat dans le magasin. Donc là, on édite des bons d'achat et ils peuvent faire leurs courses sans prix préférentiel, donc comme aux prix qui sont affichés en magasin. Ou troisièmement, c'est vraiment des convaincus.
ils disent ben non, l'outil est très chouette. Moi, si je viens, c'est justement pour m'investir dans le projet et je n'ai pas spécialement besoin d'en retirer quelque chose. Alors là, on convertit leur rémunération en part coopérateur. Donc pour eux, c'est un investissement dans la coopérative. Ils restent propriétaires de leur part et en même temps, ben, ils augmentent le capital. Parce que comme Hélène l'a expliqué, nous, on fonctionne assez bien, donc on paye nos frais de fonctionnement avec nos systèmes. C'est notre capacité d'investissement qui a besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. Et alors, je vois dans la question, pourquoi ne pas avoir embauché quelqu'un au final plutôt que de prendre les producteurs? Mais je pense que le projet est tout à fait différent. Nous, ce qu'on voulait, c'était surtout aussi que les producteurs puissent parler de leurs produits. Et je pense que c'est vraiment toute autre dimension. Quand c'est le producteur qui vient vendre son produit, il sait en parler, on voit toute la passion qu'il a mis dedans. Je ne pense pas qu'un employé, aussi doué et aussi volontaire soit-il, puisse être capable de faire ça pour l'ensemble des produits de la coopérative. Donc, il y avait vraiment une volonté de pouvoir permettre aux producteurs de s'exprimer vers les consommateurs. Nous, forcément, nos producteurs voient rarement les consommateurs finaux de la coopérative, vu qu'il y a l'épicier entre eux et puis après les consommateurs. Et c'était une manière aussi de leur permettre de pouvoir le faire au quotidien, quoi. Oui, au niveau du magasin. Justement, une question de Marc par rapport au réseau des vendeurs et des épiceries. Est-ce que vous voyez un développement? Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes à ce niveau-là, des choses qui s'ouvrent? Parce que c'est aussi une dynamique extrêmement intéressante, sans doute propre un peu plus particulièrement à la province de Luxembourg. Mais... Oui, voilà. Donc, nous, c'est vraiment une volonté de ne pas aller vers le consommateur final avec notre e-shop. C'est vraiment une volonté de développer la ruralité et les centres-villes aussi, hein, parce qu'on a des épiceries de village, mais on a aussi des épiceries de centre-ville qui se meurent un peu avec les grands centres commerciaux. Et donc, jamais on ira, enfin je dis jamais, on dit jamais, mais ce n'est pas notre but d'aller livrer en point de dépôt dans des salles vides où ce sont des bénévoles qui viennent distribuer. Ça, c'est vraiment pas l'idéal pour la province du Luxembourg. Comme on a dit, il y a beaucoup de distances, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que des grands centres commerciaux où les gens vont faire toutes leurs courses, etc. Et finalement, les villages se vident de convivialité, les centres-villes se vident de leur convivialité aussi. Et garder des épiceries, c'est vraiment garder une vie dans le quartier. Et donc, nous, on incite vraiment à la création de nouveaux commerces. Donc, on aide des épiceries à pouvoir se lancer aussi. Donc, il y a pas mal d'épiceries qui sont venues nous trouver, vu que maintenant, on a une expertise avec Carrefour Paysan sur comment lancer une épicerie, comment gérer ses stocks, comment gérer l'AFSCA, comment gérer tout ça. Ils viennent nous trouver pour se lancer. Et ça, on devient un petit peu des référents ici, en tout cas dans la province, pour pouvoir installer des nouveaux indépendants. Donc, il y a beaucoup d'épiceries qui se lancent pour le moment. On le voit, il y a vraiment un gros boom. Ça réapparaît dans tous les villages, c'est vraiment assez impressionnant. Hein. Ouais. Il y a même un autre phénomène qui sont des transformations de commerces déjà existants qui ne sont pas des épiceries. Par exemple, on a un point presse donc qui commence un petit peu à péricliter. Hein. La presse devient beaucoup de la presse web, sur Internet. Et donc, forcément, son chiffre d'affaires baissait un petit peu avec tout ce qui était presse. Et alors, elle a ouvert un petit coin épicerie dans sa librairie. Et vraiment, ça fonctionne très bien. Et c'est une reconversion qui est chouette, quoi. Et ça a permis de garder un commerce dans un village où il n'y en aurait peut-être plus si ça n'avait pas existé. Donc, nous, si un jour on doit aller vers de la vente au consommateur final, on a décidé qu'elle se ferait comme cela, c'est-à-dire faire en sorte que pour l'e-shop, les consommateurs doivent choisir une épicerie référente dans laquelle ils vont chercher leurs produits. Donc, pour pousser le consommateur à aller chercher leurs commandes dans une épicerie. Parce que forcément, toutes les épiceries ne commandent pas tous les produits du réseau. Donc là, ça peut être intéressant pour un consommateur qui ne va pas trouver le fromage qu'il veut dans son épicerie habituelle, mais qui peut quand même aller retirer son panier avec ses produits locaux dans l'épicerie. Et là, l'épicerie, forcément, aurait une marge sur cette vente, hein, bien sûr. Donc, c'est comme ça que nous, on voit la vente, le développement des shops vers des particuliers, et en tout cas, pas vers des points de dépôt. Dans l'idéal, donc nous, pour le réseau, donc on est parti de Mex, on remonte. On s'est arrêté, nous, pour le moment, à une frontière qui va de Oufalise jusqu'à Jeudine.
Et il restait tout le territoire donc, de Marche à couvrir, donc Marche, Vielsalm, etc. On n'avait pas l'énergie, le camion nécessaire à ce moment-là pour le développement de Marche. Donc, on s'est associé avec une autre coopérative qui fait partie aussi de 5C, donc qui est la coopérative du terroir. Et donc, ça fait quoi, 1 mois et demi qu'on a commencé avec eux. Donc, en fait, c'est un partenariat en fait, pour aller chercher les produits et aller les livrer dans leur coin. Donc là, c'est le développement vraiment de la coopérative du point de vue territoire pour pouvoir couvrir tout le territoire de la province du Luxembourg comme c'est marqué dans notre statut. Je pense qu'une fois que ce territoire sera totalement comblé, on est loin de l'être, hein, on a encore une 50aine de producteurs en attente, en demande. On n'arrive pas à combler parce que voilà, on n'a pas les moyens nécessaires pour acheter un nouveau camion comme ça d'emblée. Pareil, point de vue des acheteurs, il y en a combien tu avais chiffré qui attendent aussi, une quarantaine d'acheteurs qui sont en attente aussi. Donc, une fois que toutes ces personnes-là, on sera arrivé à les combler et arrivé à les livrer, l'idéal, c'est d'identifier où il y a des trous, en fait. Où il y a des trous dans cette province, où il y a des lieux où il n'y a pas d'épicerie ou pas de point de vente. Et à ce moment-là, peut-être essayer de dynamiser et de créer, peut-être avec des couveuses d'entreprises, de lancer des indépendants qui s'installent dans ces villages, quoi. Donc, voilà. Tu parles de 40 épiceries qui sont en attente d'être livrées par Réseau Solidairement. Et une 50aine de producteurs sont en attente de rejoindre le réseau. D'accord. En termes de nombre de références, je ne devrais pas utiliser ce terme-là parce que c'est très grande distribution, mais vous avez combien de produits qui sont référencés Tu peux les compter sur l'e-shop, hein, Xavier. Merci, c'est gentil. Mais si tu peux me répondre plus rapidement, ça va être plus simple. Alors, il y en a plus ou moins 3000 encodés sur l'e-shop. Maintenant, je dirais qu'il y en a un petit peu, allez, 1900 d'ouvertes. D'accord. Parce que bon, c'est très saisonnier finalement. Hein. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des produits pour le moment qui sont déficitaires ou il y a des choses que vous n'arrivez pas à… Oui, ben évidemment, il y a des produits qui sont déficitaires. Donc, nous, on est très clairement au niveau de notre coopérative, on est aussi particulier à ce niveau-là, au niveau de 5C, c'est qu'on est organisé sur une province. Que nous, on entend bien développer un gros réseau au travers de la province de Luxembourg. Et effectivement, il y a des productions qui sont déficitaires et sur lesquelles il faut travailler. Et donc, ça, c'est justement nos priorités dans les mois et années à venir. Donc, c'est de redynamiser les groupes de travail par filière, justement, nous remonter ce qui est manquant pour permettre à des producteurs de s'installer dans certains types de production. Et donc, ça, c'est essentiel pour organiser les territoires, c'est de pouvoir remonter une vraie demande, de pouvoir vraiment travailler sur ce qui est manquant, le proposer et au final, dire, ben, nous, il nous manque tel type de production, si quelqu'un se lance, il y a un marché à prendre. Et voilà, nous, on est au fait de tout ça dans la commercialisation et on aimerait justement pouvoir dynamiser ça, être entendu avec ces difficultés et avancer dans une direction d'organisation de la province de Luxembourg au niveau de la distribution des produits et leur production. Gros appel du pied. Ah ben oui, clairement, oui. Et donc, oui, il y a des productions qui sont manquantes et il y a des productions qui ne sont pas nécessairement manquantes, mais soit il manque un outil de transformation, soit il manque une coordination entre des plus petites structures pour arriver à quelque chose de viable pour fournir des collectivités, par exemple. Enfin, voilà, il n'y a pas que des manquants dans des types de production. Je veux dire, par exemple, des types de production, ben oui, il nous manque des fruits. De l'organisation, ben clairement, on a des maraîchers, on n'est pas spécialement déficitaire en maraîchers, mais par contre, on n'arrive pas à les organiser entre eux que pour qu'il y ait assez de légumes sur la province et en quantité constante que pour pouvoir fournir de manière intéressante des épiciers ou des restaurateurs ou plus loin, ben, des collectivités. Et autre chose, ben, parfois, on est loin d'être déficitaire. Hein, on est la province du Luxembourg est quand même la première productrice en viande. Mais par contre, point de vue transformation et arriver à en faire quelque chose après pour pouvoir la commercialiser, ben, il n'y a rien. En tout cas, ce n'est pas encore bien développé. On va dire ça comme ça. Voilà. Les épiceries partenaires, vous les avez toutes répertoriées sur votre site Bien sûr que non.
Donc voilà, on est très dans le fonctionnel hein, pour le moment. Oui, Donc oui, on vous êtes avance, là, dans on a besoin de tout. l'opérationnel. Oui. Et on est très, très, très déficitaire dans tout ce qui est communication. Et je pense que ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'a pas touché à notre site internet. Et mea culpa, on est vraiment très mauvais là-dedans. Parce qu'on n'a pas le temps et pas les moyens d'engager quelqu'un qui se charge de ça, malheureusement. D'accord. Mais là, ça peut être aussi au niveau des épiceries, ça peut être clairement un chantier qu'elles peuvent ouvrir de manière en réseau et de manière concertée. Parce que c'est aussi tout l'intérêt de se faire connaître et en appartenant au réseau solidairement. Enfin, Oui, je ne sais pas. Oui, oui. clairement. Voilà. OK. Il y avait un commentaire de Camille concernant la bonne pratique que vous avez, qui est effectivement que le producteur soit présent dans le magasin pour faire découvrir ses produits et soit le meilleur représentant de commerce qui soit. Les petits producteurs à Liège, ben, il y a obligation pour les vendeurs de passer 5 jours par an chez les producteurs afin de pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit, quels sont les produits qui sont vendus. Mais là, c'est les producteurs directement qui sont en face du client. Donc, c'est sans doute encore plus efficace. OK. Et je ne vois plus de questions pour le moment sur le chat. Donc, Denis, bah, tu peux peut-être voilà, aller vers les projets, vers ce qui vous occupe maintenant. Vous allez vous agrandir, déménager. Ah ben, on espère, on va surtout se mettre un gros emprunt sur le dos. Voilà. Oui, donc je l'expliquais, nous, là où c'est vraiment difficile, c'est que donc on fonctionne bien pour payer nos frais de fonctionnement, mais notre capacité d'investissement est compliquée. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Au niveau de la province du Luxembourg, c'est pas du tout coordonné. Donc, on s'attaque à ce morceau-là, parfois en étant un peu plus tonitruant, mais il y a vraiment des filières à développer à plus grande échelle que des territoires. Donc, on a commencé par remettre un dossier au relais agricole à l'appel à projet 2018, ce qui était hyper mal tombé vu que nous, on était en pleine préparation du magasin. Et voilà, la région Wallonne, on a un mois pour répondre et préparer un dossier. C'est très compliqué, comme Hélène le dit, quand on est dans l'opérationnel, de pouvoir dégager du temps pour soi, mais pour ça. Mais bon, soit on l'a fait, il est passé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans tous les participants qui suivent des projets au relais agricole, mais ce n'est quand même pas les dossiers les plus simples avec toutes les contraintes qu'il y a. Donc nous, on a commencé par remettre un projet sur notre développement à court terme, c'est-à-dire transformation de la viande, un atelier traiteur et l'agrandissement du magasin. Donc effectivement, si tout se passe bien, on signe un contrat de location dans 3 semaines dans un nouveau bâtiment qui est jointif au nôtre, mais qui aura une visibilité à rue qui sera nettement plus intéressante avec des grandes vitrines. L'idée est d'y développer le magasin de producteurs avec plus de visibilité parce que là, c'est pas le top. Et donc, un de nos grands soucis dans ce magasin de producteurs était de pouvoir vendre de la viande. Donc, vendre de la viande en vrac, parce que vendre de la viande, on sait le commercialiser dans des sous-vides, mais ça ne correspond plus aux attentes des consommateurs. Donc, c'est effectivement une obligation AFSCA et c'est le plus pratique et hygiénique pour le transport et la vente individuelle en épicerie. Mais il n'y a pas vraiment de demande en épicerie, enfin en tout cas en province de Luxembourg pour ce type de produit. Il y a une grosse demande sur Bruxelles où eux ont moins d'accessibilité à des productions de la campagne. Mais ici, en province de Luxembourg, nos consommateurs, ils vont tous commander des colis de viande dans les fermes et c'est ce qu'il faut pousser. Donc, pour pouvoir offrir justement de la viande dans notre magasin de producteurs, il nous fallait une boucherie. Donc, on a remis un dossier au relais agricole pour une boucherie pour pouvoir faire de la viande en vrac. Par contre, on est avant tout une coopérative en B2B. Donc, dès le départ, on a eu envie de pouvoir redistribuer la viande aussi chez nos fournisseurs. Donc, on a parlé des épiceries. Donc, on aura sûrement quelques demandes
pour du préemballé. Par contre, on en a parlé un petit peu moins, mais on ne fournit pas que des épiceries, mais aussi des restaurants. Et là, il y a des grosses demandes de viande. Alors, on aimerait bien s'attaquer aussi à la cuisine de collectivité parce que on brasse déjà pas mal de produits et donc on sait que dans les enjeux qui nous attendent et dans les positions fermes que nous on prend, c'est-à-dire de développer le circuit court, on va attaquer la restauration collective dans les quelques années à venir. Donc là où on s'est un petit peu pris une claque, c'est que avec le dossier le relais agricole et les aides au minimi, donc nous, on est limité, on rentre dans le cadre des aides au minimi, on est tout à fait limité. Et donc, le dossier le relais agricole, ben, on est sur les 180 000 € en investissement. Pour avoir une structure viande agréée, on est très clairement hors budget et donc on n'y arrive pas. Donc c'est dommage parce qu'on a le réseau vraiment d'acheteurs, tout se construit. Quand on regarde les chiffres de la coopérative, il n'y a aucune raison qu'on se casse la gueule parce que notre chiffre d'affaires augmente de plus de 20% par an. Mais voilà, là, l'investissement d'une structure agréée qui est nécessaire, on a dû faire une croix dessus, faute de budget. Donc, on part sur une autorisation boucherie, donc qui va nous permettre de fournir un minimum 70% en vente directe, le magasin de producteurs, et avec les 30% qui nous restent en B2B, on va pouvoir offrir un service de préparation de colis pour les agriculteurs qui le désirent, et surtout nous tester avec le secteur B2B par rapport à la transformation de viande. Au niveau de l'activité traiteur, donc là, l'activité traiteur est essentielle pour fournir des produits plus transformés. Donc voilà, ça manque des produits transformés. Il y en a très peu. Donc là, on se propose de le faire. Nous, ça nous permet aussi de valoriser les produits qui, entre guillemets, sont cassés par l'activité de coopérative. Notre activité de base, donc par exemple, une caisse de 10 kg de courgettes qui est censée aller à Torny, au sud de la Gaume, mais qui a été commandée dans le coin de Palisol, mais c'est clair que si on a oublié de la livrer, on ne va pas remobiliser un camion et un chauffeur pour refaire tous ces kilomètres pour une caisse de courgettes. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit. Ça va permettre de faire tampon, l'atelier traiteur, et les transformer en différents produits. À côté de ça, on va développer une gamme de produits qui nous sont propres sur base d'ingrédients des producteurs et aussi pouvoir valoriser les produits de viande en produits traiteurs. Donc ça, c'est la deuxième activité. La troisième activité, c'est le déménagement du magasin. En déménagement, le magasin, on va avoir des coûts supplémentaires parce qu'on va avoir un comptoir à la découpe qui va être énorme. On a déjà tous les produits, fromage, les charcuteries. Là, on va avoir toute la viande et les produits traiteurs. Donc, on doit vraiment investir dans un énorme comptoir réfrigéré. L'espace magasin étant assez suffisant, on a décidé de faire une petite activité de restauration. Donc, pouvoir proposer une sandwicherie à midi avec des bons produits. À Libramont, c'est parfois difficile. Proposer un service catering et donc avoir quelques tables pour les gens qui veulent manger quelque chose sur le pouce pendant les heures d'ouverture du magasin. Voilà, donc ça, c'est vraiment le défi qui nous occupe pour l'instant. Après d'autres projets, on en a tout un sac et on compte bien pouvoir les déposer dans les mois à venir. Ouais. Peut-être pour faire le lien entre ces projets et votre appartenance au collectif 5C, dont vous êtes un des membres fondateurs, c'est en quoi justement le collectif peut vous aider à avancer sur un certain nombre de ces projets, ou quels sont les chantiers qui sont traités au niveau du collectif 5C? Il y a différents chantiers qui sont traités au niveau du collectif 5C. Donc, il y a de base, donc déjà, j'ai envie de souligner la spontanéité du collectif 5C qui, au final, s'est mis en place entre différentes coopératives qui avaient les mêmes soucis.
et auxquels on ne trouvait pas de réponse individuellement. Donc, il y a eu un dépôt de projet pour le collectif 5C avec mutualiser tout ce qui était organisation et logistique. Donc, vraiment, l'activité de base au niveau du collectif 5C, c'est l'e-shop, sur lesquels on est partenaire. Maintenant, vu le nombre de coopératives qui n'arrêtent pas d'augmenter, donc on est une trentaine de coopératives, c'est clair que les développements e-shop, ça met du temps. Donc, ça reste une activité de base qui est récurrente. À côté de ça, on va pouvoir mutualiser sur différentes problématiques qu'on peut avoir ou avoir un travail collectif pour s'attaquer à des gros dossiers. Par exemple, l'AFSCA. Toutes les coopératives, on a le même type de soucis par rapport à la loi. Nous, ici, au niveau de la coopérative, tout se passe très bien. On est extrêmement rigoureux là-dessus. Les autres coopératives aussi. Mais bon, nous, c'est vrai qu'on a différents types d'activités. Et on n'a pas spécialement de soucis au niveau des contrôles. Mais on sait que voilà, il y a encore des points sur lesquels tique l'AFSCA qui sont d'un autre temps et sur lesquels il faut évoluer. Donc, le collectif 5C va permettre ça. Ça va permettre aussi de pouvoir être en réseautage donc avec d'autres coopératives et les connaître, parce qu'au final, Hélène et moi, on a fort le nez dans le guidon, et s'ouvrir aux autres est difficile parce qu'on est toujours dans le travail, dans l'urgence, dans des journées pas possibles, et le collectif 5C nous permet de pouvoir échanger sur différents types de pratiques qu'on n'avait pas l'occasion avant, parce qu'on est vraiment tous des gens qui sont dans l'opérationnel. Et voilà, nous, en tout cas, on trouve que c'est intéressant, on partage les valeurs et on avance avec 5C, quoi. Ok. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Alors, je propose peut-être que vous fassiez un petit point sur la gouvernance du système et les sources de financement. Enfin, comment vous arrivez à vivre en dehors évidemment des rémunérations qui sont les vôtres. Est-ce qu'il tu as parlé tout à l'heure d'un souci de capacité d'investissement qui est clairement une contrainte. Oui. Et donc, voilà. Mais à la fois gouvernance et aspect financier. Peut-être faire un point plus précis. Je vais laisser Hélène répondre sur tout l'aspect, justement, gouvernance, comment on est organisé, voilà, sur comment on s'autofinance. Mm-hmm. Et puis, après, il y a les projets, les appels à projets, etc. Voilà, donc point de vue de la gouvernance, donc nous, donc au moment de la création de la coopérative, donc les membres fondateurs de celle-ci, donc on mis de l'argent pour la créer. Donc on a deux types de parts, les parts A et les parts B. Donc on a une coopérative à finalité sociale. Donc tous les membres fondateurs sont des parts A, donc elles sont garantes du système. Donc garante qu'un jour on ne s'égare pas dans nos projets, etc. Oui. Donc on a aussi des parts B qui sont donc laissées aux citoyens. Donc les citoyens peuvent prendre des parts dans la coopérative. Une part coûte 100 €. Donc, dans toutes les coopératives, la part appartient à son détenteur et il peut la reprendre à tout moment. Ça ne change pas en fonction des coopératives. Nous, on est encore bénéficiaire du tax shelter jusqu'en juin 2021. Donc, les coopérateurs qui prennent des parts peuvent encore récupérer 45% de leur financement. C'était une part significative les consommateurs qui prennent des parts, oui. Il y a même des notaires qui nous envoient des consommateurs, des citoyens qui ne sont pas spécialement concernés par la coopérative, juste pour pouvoir justement investir. Hein. C'est une manière d'investir et pourquoi pas investir dans une juste cause. Donc, on en a aussi. Donc, pour le moment, la globalité donc, de toutes les parts A et B dans la coopérative représente 120 000 € à peu près. Donc, les parts B, c'est des parts citoyens, mais aussi tous les producteurs épiciers qui ont rejoint la coopérative, comme Denis l'expliquait, depuis plus d'un an, donc deviennent coopérateurs en part B. Au bout d'encore un an, s'ils le souhaitent, ces professionnels-là peuvent faire la demande à l'Assemblée générale donc pour devenir part A et donc garant du système. C'est une possibilité qui est laissée. Voilà. Alors, pour tout ce qui est prise de décision,
Donc, tout ce qui est vote global, donc assemblée générale, vraiment des grandes décisions, tout ça est pris lors de l'assemblée générale et alors c'est la majorité des parts A et la majorité des parts B. Donc, ça permet de garder un petit peu l'église au milieu du village, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, cette assemblée générale délègue forcément un conseil d'administration qui, elle, va s'occuper de la gestion courante. Qui lui, pardon, va s'occuper de la gestion courante. Donc, le conseil d'administration est composé de 2 producteurs, 2 représentants des producteurs, 2 représentants des épiciers, 1 représentant de la logistique. Et là, pour le moment, on a un observateur citoyen aussi. Il y a aussi 2 places libres qui, pour le moment, sont occupées par des producteurs. Donc voilà. Et là, le conseil d'administration se réunit tous les mois donc pour prendre des décisions plus importantes et qui concernent vraiment plus la gestion de base. Et sinon, donc, on est maintenant 9 employés dans l'équipe pour à peu près 7 équivalents temps plein. 6,5, 7, ça dépend un petit peu des moments. Vous faites appel au bénévolat également? Non. Non. Non, on n'a pas de bénévoles dans la coopérative. Moi, personnellement, je parle pour moi parce que là, c'est assez propre à mon ressenti, c'est que voilà, tout travail mérite salaire et c'est un peu difficile de priver des gens d'un emploi stable pour un bénévolat. Il y a de la place pour le bénévolat, mais plus à ce moment-là dans la réflexion, je pense, dans le pilotage, dans l'identité, quoi, mais pas en tout cas dans le travail ici. Mais par contre, au niveau des épiceries, il se peut qu'il y ait effectivement des structures qui fassent appel au bénévolat. Je ne connais pas d'épiciers qui font appel à des bénévolat. C'est possible. Nous, notre envie, elle est de montrer aussi que le circuit court crée de l'emploi. Ouais. Et donc, effectivement, je pense qu'on pourrait aller plus loin avec du bénévolat. Mais est-ce que c'est vraiment pérenne de chaque fois mettre une dynamique pour chaque fois recruter des petites mains? Voilà, si les gens veulent s'investir dans le circuit court, je pense qu'il y a assez de producteurs qui ne sont pas cons d'un coup de main en saison et on le voit, il y en a pour lesquels c'est difficile. Et donc, l'idée est plutôt de renvoyer chez un producteur, par exemple un maraîcher qui en pleine saison a vraiment besoin de plus de petites mains. C'est peut-être plus épanouissant qu'être dans les bureaux logistiques pour préparer des caisses. Ouais. Et donc, voilà, il y a une pénibilité alors que les gens au final, partagent un certain état d'esprit, mais je pense qu'ils s'y retrouvent plus à être en contact avec le producteur parce que, rappelons-le à tout le monde ici, le métier qu'on fait de logisticien, c'est vraiment un métier ingrat. Voilà, on passe notre temps à préparer des caisses, il faut que les camions soient à l'heure. On a tous des coups de fil de plainte quand ben voilà, tel produit n'est pas arrivé, etc. Enfin, c'est pas spécialement le plus réjouissant au niveau des circuits courts, mais bon, il faut quand même rappeler à tout le monde que c'est la base. C'est un mal nécessaire et en plus, en province de Luxembourg, c'est que tout projet est limité s'il ne développe pas sa logistique et sa commercialisation. Voilà. Mais ça va, on ne déprime pas trop. Non, vous n'avez pas l'air, hein, franchement. Vous avez même en pleine forme. Alors, question financement. Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire? Des questions financement, quelle chose particulière veux-tu entendre, Xavier? Non, c'est pas ce que je veux entendre, c'est comment vous maintenez à flot, quels sont les coups de pouce éventuels ou quels sont les besoins, les demandes. Comme je l'ai dit, j'ai entendu que les capacités d'investissement devraient être peut-être davantage soutenues, peut-être par des dispositifs ad hoc. Oui, donc il y a déjà le constat. Donc, on l'a dit, il y a une quarantaine de points de vente qui s'en attendent de rejoindre le réseau, une cinquantaine de producteurs. Mais au final, nous, la capacité d'investir dans un camion permettra à autant de producteurs, à autant d'épiceries de pouvoir collaborer et donc développer les circuits courts derrière. Ça permettra de créer un emploi chauffeur. Et donc, là, c'est comme interpellant qu'on soit un système où les producteurs sont en attente et qu'on n'arrive pas à suivre. Tout à fait. Donc, voilà, ça c'est clairement interpellant. Et à côté de ça, le travail qu'on fait identifie au niveau des différentes filières aussi des besoins sur le territoire qui ne sont pas rencontrés en termes de certains types de production, en termes d'une certaine organisation, etc. Et voilà, nous, on vit avec ces frustrations. On voit beaucoup d'argent public qui est dépensé pour des conneries, donc c'est assez frustrant. Et
c'est vrai que pour prétendre à de l'argent public, il faut pouvoir monter des dossiers. Les dossiers à monter sont de plus en plus compliqués au niveau de la région wallonne. Au final, on a remarqué avec le temps que il faut bien répondre à un appel à projet, faire un beau projet, et puis c'est suivi par des fonctionnaires. Mais on n'a jamais de visite de terrain pour voir si est-ce que le projet est utile, est-ce que la structure a la capacité de le porter, etc. Ça, on n'a pas. Et c'est clair que nous, à ce niveau-là, on a eu plusieurs dossiers qui ont été refusés parce que, vous l'avez compris, on est une coopérative qui fonctionne uniquement avec les producteurs et les revendeurs. On n'est pas spécialement politisé, mais ça fonctionne quand même comme ça pour certains types d'appels à projets. Donc, c'est compliqué. On met de l'énergie dans remplir certains dossiers. Bon, voilà, là, il y a, pour citer un exemple, donc, il y a l'appel à projet que tout le monde connaît, qui a été dévoilé au niveau de la Ministélier, Borsu, Montréal, etc. On sait déjà, en province de Luxembourg, nous, on cumule le plus on est le territoire qui cumule le plus d'aide au niveau du PWDR avec je pense que toutes les communes doivent être en GAL, en parc naturel, en ADL, etc. Il y a encore d'autres associations. Il va y avoir une énorme concurrence pour déposer des dossiers. Et c'est vrai que nous, les aboutir avec un plan financier tip-top comme le veut la région wallonne, on le fait quand? À part la nuit. Donc voilà, il y a énormément de concurrence par rapport à ça. Et voilà, là, il y a un appel à projet pour lequel on cadre tout à fait. On n'a pas, enfin, est-ce qu'on va l'avoir ou pas? On a vraiment plein d'idées qui sont portées par les producteurs. On a expliqué comment était notre structure, pour lesquelles on a les débouchés commerciaux, pour lesquels on a la structure qui est prête pour engager. On a l'impression de coller avec tout ce que tout le monde veut de la société, tant les citoyens. On a l'impression de rentrer dans le cadre des politiques et pourtant, ça reste encore compliqué. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est appel à fonds publics, on le fait, on s'est déjà pris quelques claques sur des dossiers au relais agricole. Bon, ok, c'est le passé. Moi, je trouve ça interpellant quand on est des coopératives de producteurs et que, au final, voilà, on essaye toujours de calculer tip-top ce qu'on a besoin. Et c'est vrai que les sommes qui nous sont demandées sont pour développer des projets, pas pour maintenir du personnel. Et voilà, après, il y a pas mal de structures qui sont dépendantes de ça et c'est une réalité qui ne nous appartient pas. Mais c'est vrai qu'en termes de décision, on a besoin d'avoir, on a besoin de se sentir soutenu et on a besoin qu'il y ait une vision qui soit cohérente, en tout cas à l'échelle du territoire d'une province. Il faut une vision cohérente et le changement, c'est maintenant et embrayer, c'est maintenant. Sur des constats qu'on connaît tous. Donc, si on veut embrayer vers un nouveau système de commercialisation, vraiment pousser, aider les agriculteurs et les petits revendeurs qui redynamisent les villes-villages, ça nécessite des choix. Et voilà, en tout cas, nous, on essaye de mobiliser autour de ça, parfois de manière un peu plus virulente, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, un petit peu. Mais si je suis un peu provocateur aujourd'hui, aller chercher des subsides, effectivement, ça demande de l'ingénierie, ça demande du temps, ce que vous n'avez pas toujours. Est-ce que c'est pas plus facile d'aller chercher du crédit classique ou des modes de financement et ne pas passer par tous ces… C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va devoir passer là sur un emprunt pour investir dans notre boucherie. Après, c'est très ralent quand on voit ce type d'outil qui est payé complètement avec du subside, quoi. Ouais, Là, on ouais. est sur Ça, le je cas. comprends que, oui, c'est même de la… on pourrait assimiler ça de la concurrence déloyale. Ouais. Oui, c'est ça. D'autant plus que nous, on ne peut pas spécialement y prétendre, vu qu'on est bloqué par les aides au minimi. Donc, il y a un moment, mais qu'est-ce qu'on veut au final, quoi? Mais voilà, nous, on est sur le cas
mais il y a un dossier au relais agricole qui est sur Bastogne, qui est dans sa finalisation, avec atelier de découpe viande, etc. Je pense qu'en mobilisation d'argent public, ils sont à 2 500 000 euros. Et voilà, et nous, on rame avec nos 180 000, alors que nous, on a tout le collectif de producteurs derrière. Ben, un moment, que veut l'administration, que veut le gouvernement, etc. Donc oui, c'est ralent et ça nous fait parfois monter de manière… voilà, en tout cas, il y a très clairement, une grosse séparation qui s'est faite entre le politique, l'institutionnel et les attentes des producteurs. Ça, c'est clair. Et voilà, donc, que compte faire la région wallonne, que compte faire le ministère par rapport à ça, je ne sais pas. Mais la question leur est posée. Là, c'est nous qui posons la question, où va-t-on? Oui, mais c'est important de poser cette question-là à qui de droit et à ceux qui peuvent, qui doivent mettre en place les dispositifs qui soutiennent le terrain. Ok. Non, voilà, ça c'est un éclairage, je pense, qui est important. Est-ce qu'il y a des questions? Tout d'un coup, l'assistance est un petit peu plus endormie. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez réallumer vos caméras, s'il vous plaît? J'aimerais bien tous vous voir, parce que je ne sais pas si vous êtes toujours derrière les écrans. Vous ne dormez Vous pas? pouvez rallumer vos caméras, s'il vous plaît. Yuri. J'essaye, mais Zoom, c'est une catastrophe. L'administration se cache derrière sa caméra qui ne fonctionne pas. Non, c'est une catastrophe. Il ne faut pas utiliser Zoom à SPW. Ce n'est pas compatible. Il faut utiliser Teams. Oui, je vois le genre. Oui. Alors, vos questions. Donc, c'est le moment, c'est l'instant. Hein. Vous avez sous la main 2 acteurs qui sont les mains dans le cambouis, mais qui prennent de temps en temps le temps de prendre un peu d'altitude et d'analyser le système, qui ont, je pense, pas mal d'idées intéressantes. Et donc, profitez-en. C'est par rapport à peut-être des projets que vous souhaitez mettre en place sur vos territoires, par rapport à des questions clés qui doivent être traitées. C'est le moment, c'est l'instant. Thomas, je te vise parce que tu es au milieu de mon écran. Hein. On me voit maintenant? Oui, je te vois, Yuri. Audrey, est-ce qu'il y a des questions plus précises que vous avez Non? Vous avez tout le détail du système réseau solidairement. Vous avez tous vos. Il y a une question de Camille, là, je vois. Pardon? Il y a une question de Camille, là, je vois, qui demande pour l'insertion donc, de nos profils. Donc, oui. Donc, effectivement, donc on est une coopérative à finalité sociale. Et donc, on a un autre volet de notre profil de coopérative. Donc, c'est de pouvoir justement réinsérer des gens dans l'emploi. Donc, on travaille avec 2 articles 60 qui sont ici pour nous aider en fonction de leur profil. Ils sont soit en préparation de commandes, soit en magasin, etc. Notre but est de les engager après. Ce n'est pas de juste profiter d'eux pendant 1, 2 ou 3 ans et puis de les laisser s'en aller. Donc là, par exemple, on vient d'engager notre responsable magasin. C'est un article 60 qui a duré 2 ans. Donc, c'est très bien, c'est très chouette parce qu'on peut les former à un faible coût pendant 2 ans, évaluer un petit peu dans quoi ils sont à l'aise, dans quoi ils aiment travailler et ensuite mettre à profit ça pour un engagement. Donc, c'est un bon tremplin, l'article 60. Alors après, il y a des contrats qui se passent très bien, d'autres un petit peu moins. Nos chauffeurs ne sont pas issus, eux, d'article 60. Donc, on avait Mario, qui est le premier engagé finalement de la coopérative, même avant moi. Lui, c'était un contrat PE, je pense, au départ. Et maintenant, il est engagé en CDI. Voilà. Donc, nous, ils sont à mi-temps hein, parce que les tournées de livraison, ramassage et livraison, forcément,
se font uniquement sur 2 jours, donc on ne peut pas les embaucher plus qu'à mi-temps. Notre autre chauffeur était un chercheur d'emploi jeune, il a quoi, 24 ans, Liliane. Donc lui ne vient pas d'un article 60 non plus. Et alors on a un profit pour un 3e chauffeur qui fait uniquement la livraison de Bruxelles. Donc lui, il ne travaille qu'un seul jour par semaine. Et là, la seule souplesse d'engagement qu'on a trouvée, c'est d'engager un retraité. Donc c'est un retraité de l'armée, donc il a 60 ans et il roule pour nous un jour semaine. Donc ça, c'est vrai qu'avoir un peu plus de souplesse dans les contrats, ça pourrait nous aider. Ça pourrait nous aider aussi, quoi. Pour démarrer une tournée, c'est quand même plus facile. Les paysans artisans ont mis en place des groupements d'employeurs ou des dispositifs comme ça. Est-ce que demain, vous y pensez pour quand les choses vont grandir un petit peu ou... Alors en fait, nous, on y avait déjà réfléchi il y a quelques années. Oui, on était dans un projet groupement d'employeurs et au final, quand on a vraiment dû en discuter un petit peu plus, c'était en même temps que le lancement du magasin. Et donc, on n'a pas été assez suivi au niveau des producteurs et donc, on a arrêté. Comme on l'a déjà expliqué, nous, c'est les producteurs et les épiciers qui sont à la main au niveau du conseil d'administration. Et nous, on travaille en fonction de ce qui est décidé. Donc, le groupement d'employeurs, pour nous, était un chouette projet, mais il s'est arrêté. OK, c'est comme ça. Les livraisons à Bruxelles, nous, on n'aurait pas spécialement embrayé, mais au niveau du conseil d'administration, il y avait quand même des producteurs qui, eux, individuellement allaient à Bruxelles. Et donc, on est parti par là. Ce n'est pas spécialement une orientation qu'on aurait prise. Donc, je pense qu'un groupement d'employeurs peut revenir, mais c'est clairement en travaillant plus par filière qu'on va y arriver. Mais d'accord, ouais. OK. Je vois, donc il y a une question concernant votre partenariat avec l'Iterroir. Vous y avez fait référence, notamment en allant vers le nord. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Parce qu'il pourrait y avoir des éléments de concurrence qui surgissent, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, au contraire. Alors, donc peut-être détailler. Quand on parle de coopérative, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a soit de la complémentarité, soit justement un effet positif pour justement augmenter la part de circuits courts pour ce qui nous concerne dans la province. Donc, en fait, effectivement, donc nous, on a été contactés par des épiciers et des producteurs sur le territoire de l'Iterroir pour pouvoir rejoindre la coopérative. Donc, voilà, avant de monter sur leur territoire, qui est aussi le nôtre finalement, mais qu'on ne parcourait pas encore à ce moment-là, tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est tout simplement aller les trouver et leur demander comment eux voyaient les choses. Donc déjà, les terroirs ne fonctionnent pas du tout de la même manière que nous. Donc eux fonctionnent en point de dépôt vers du particulier et avec un marché. Donc déjà là, il n'y a pas de concurrence de base à ce niveau-là. Et en plus de ça, nous, on y voit une complémentarité parce qu'en s'associant avec eux, la camionnette qui parcourt les kilomètres pour aller chercher les produits chez les producteurs pour les particuliers pour eux, si elle collecte aussi les nôtres, voilà, c'est tout bénef, quoi. On ne fait pas rouler deux camions. Voilà, on ne fait pas rouler deux camions sur le même territoire. Et voilà. Donc, en termes de partenariat, comment on fonctionne pour le moment, donc, comme on était sur du lancement, on est conscient qu'une tournée de ramassage à ces prémices n'est pas très rentable parce qu'on commence avec quelques places de ramassage, quelques places de livraison et la marge n'est pas suffisante que pour couvrir les frais de fonctionnement au départ. Donc, en fait, pour le moment, on les paye aux frais réels. Donc, quand ils font une tournée de ramassage ou une tournée de livraison, ils nous facturent les heures de chauffeur et les heures de camionnette, enfin, les kilomètres de la camionnette. Et alors, on va leur payer. Donc, nous, on a une capacité financière un petit peu plus importante, je pense, sans vouloir m'avancer, un peu plus grande qu'eux. Donc, on peut se permettre de les soutenir en leur payant les frais réels et nous, en assumant, entre guillemets, la perte de départ. Ce qui était défini, c'est que donc on va étudier forcément la rentabilité de cette tournée, et quand on sera au seuil de rentabilité, ils seront payés au réel comme nous on l'est. Donc pour tous les trajets qu'ils font eux pour nous, ils seront payés de la même manière que nous, et inversement, donc, parce que nous aussi on a des produits qui vont venir du sud, qui vont aller dans leurs épiceries au nord, et voilà, il va y avoir un effet comme ça qui va se passer. Moi, je pense que la collaboration peut très bien se passer et qu'on peut en tirer que des avantages, en tout cas en s'associant, ça c'est sûr.
Okay. Donc voilà, on a aussi aidé d'autres coopératives de 5C à se mettre en place. Je pense notamment à Terre d'Herbage, qui a un modèle un peu similaire au nôtre, donc qui s'adresse au B2B. Ben, voilà, à leur lancement, on leur a filé un coup de pouce. Ils sont venus ici voir comment on fonctionnait. Et je pense qu'on leur a peut-être épargné quand même quelques déboires, quelques déboires que nous, on a eu au début. Et voilà, on leur a donné quelques conseils. Je pense que voilà, le partage est intéressant. Et nous aussi, on a à apprendre d'autres coopératives sur leur mode de fonctionnement. Ouais. Je vais peut-être interpeller Yuri, puisqu'il est représentant du ministère ici parmi nos participants. Et par rapport à l'interpellation de Denis, c'est quel modèle aujourd'hui par rapport au circuit court, l'administration et les cabinets, quelle est leur vision par rapport à ça? Mais avec la nouvelle PAC qui se prépare, c'est clairement le modèle qui va être mis en avant au travers des différentes mesures. Ça, c'est une bonne chose. Après, concrètement, ben, ça, il faudra appliquer les mesures. Mais actuellement, il y a déjà, ben, pour les aides à DISA comme moi, le circuit court, ben, les magasins, la ferme sont subsidiables, les ateliers de transformation sont subsidiables. Et alors, on a parlé des halls relais, mais ça, c'est pas moi qui gère, c'est un autre département. Mais ça, c'est des appels réguliers. Et ça, c'est pas cofinancé. Donc, ça, c'est les aides d'État. Donc ça, je ne sais pas si les halls relais vont être prolongés. En tout cas, pour la nouvelle PAC, il est clair que c'est les circuits courts, les petites exploitations, le Green Deal, enfin tout ça qui va être mis en avant à travers les mesures. Mais on n'est qu'au départ avec le DPAI, à la préparation des besoins, choix des mesures, puis les budgets, et enfin le politique décidera sur base des propositions de l'administration et du secteur. Voilà où on en est pour l'instant. Et est-on sûr que toujours les appels à projets, les différents outils qui sont mis en place par la région répondent réellement aux besoins des producteurs et des acteurs de terrain? Comment ça, c'est plutôt les acteurs qui doivent dire si ça leur va, mais j'ai bien entendu que l'oreille, les formulaires sont compliqués, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Après, ça aussi, c'est un mot, c'est la simplification. Moi, je suis pour, je suis no paper, machin, mais à un certain moment, la simplification s'arrête où la législation n'est plus simplifiée. Donc, mais ça, on n'a pas la main mise dessus. Nous, on peut simplifier le processus, les formulaires, mais si la législation est compliquée, ça, on ne sait pas la simplifier. Donc là, moi, je prêche pour que, en tout cas, à DISA, les aides à l'investissement, tout soit très simple. Après, il faut que le secteur me suive. Si c'est trop simple, les agriculteurs n'auront plus besoin du secteur. Ils pourront faire tout seuls. Voilà aussi. Ça, c'est mon but actuel. Mais oui, mais c'est la réalité. Hein. Tu me demandes mon avis, je te le donne. En négociation, c'est ça. Moi, j'ai proposé un système très simple. Dans les 10 minutes, l'agriculteur, il a sa réponse. Mais de ce fait-là, il n'y a plus besoin des consultants, des comptables et tout ça en ferme. Donc, je tue un peu du job, quoi. Je crée peut-être d'autres jobs, mais je tue des anciens jobs. Mais nous, on veut bien les embaucher, les comptables. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, oui, allez-y. Par rapport au plafond des minimis qui nous bloquent, parce que tout rentre dans les aides aux minimis, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est assez interpellant. Les aides des minimis, c'est parce que vous rentrez dans. À DISA, ce n'est pas des aides des minimis, c'est des aides cofinancées. Donc là, vous n'êtes pas bloqué. Le plafond. Pardon? Je parle des aides aux minimis. Tous les appels à projets, pour l'instant, rentrent dedans. Nous, c'est bloquant. Il faudrait qu'au lieu de le mettre en des minimis, il le déclare à l'Europe en aide d'État. Mais ça, c'est une question budgétaire et politique de choix de comment on met en œuvre les mesures. Ça ne dépend pas de l'administration. Parce que les appels à projets sont en aide aux minimis. Les aides à l'emploi avec les primes Sésame sont en appel aux minimis. Si on a besoin de faire de la consultance, qu'on veut activer un chèque commerce, c'est encore une aide aux minimis. Et au final, on ne sait pas prétendre aux aides, on doit choisir. Est-ce que là, il y a justement cette difficulté de terrain qui peut être entendue par l'administration? Oui, mais pas par moi parce que c'est pas mes matières. Je suis désolé, je peux. Mais on a trouvé qui s'occupe de ça, au fait. C'est souvent la réponse qu'on a quand on parle des minimis. Et au relais, c'est. Oui, là, je ne parle pas de. C'est Week-end Nuit, et oui. C'est entre Véronique Dewam, la directrice, et Monsieur Damien Wilandi,
qui gèrent toutes ces matières-là. Donc, eux pourront mieux vous répondre, mais ils vont vous répondre la même chose, qu'eux, ils ne font qu'appliquer les règlements qui ont été votés. C'est ce qu'on nous répond tout le temps et on n'a effectivement pas de réponse claire par rapport au plafond des minimis. Oui, mais comme l'a dit Mais le Jory, plafond des minimis, c'est une règle qui est comme ça. Ça, on ne pourra pas. Le de minimis, finalement, c'est quelque part, c'est le joker. Hein. On va au de minimis quand on n'a pas demandé le cofinancement ou quand on ne l'a pas déclaré avec d'État. C'est beaucoup moins lourd. Mais le problème du fait que c'est moins lourd, on peut donner moins. C'est ça le problème. C'est que si on veut donner plus, il faut rentrer dans tout le processus. Alors, si vous rentrez dans le processus aide d'État, vous avez déjà un peu plus de contrôle. Et si vous rentrez dans le système FEADER, alors là, les contrôles, vous en avoir tout plein. Voilà, ça, c'est aussi. Ça, mais pour des projets comme le vôtre, voilà, certaines coopératives, mais ce serait plutôt alors, il faut vous mettre en STTC, hein, et chaque producteur peut avoir les aides pour ADISA, et ça, c'est cofinancé. Donc, chaque producteur peut aller chercher jusqu'à 200 000 par période PAC, et la SCTC va chercher jusqu'à 500 000, qui est sûrement plus que les de minimis. Hein. Donc, mais à ce moment-là, il faut rentrer dans les conditions ADISA. Okay. Ce qui est possible, hein. Il y a effectivement encore des marges de manœuvre et je pense qu'il va falloir les relever et les relayer. Mais pour vous faire entendre, c'est vos représentants, donc parfois les comptables de gestion qui sont à la fois syndicats, c'est eux qui sont à la même table que nous pour l'instant. Hein. C'est eux qui doivent pousser en avant vos modèles que vous mettez en place, là, les coopératives, la vente directe, les circuits courts. C'est eux qui doivent dire c'est ça qu'on veut développer. Après, voilà, certains syndicats sont pour ce modèle-là, mais d'autres sont pour continuer à les grosses fermes avec prime couplée, la ferme classique. Hein. Donc, voilà, il faut retrouver vos meilleurs représentants qui sont à la table et qui vont les proposer chez le ministre. Parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui décidera. D'où l'intérêt du collectif 5C, d'effectivement aller de plus en plus vers un dialogue avec l'administration et le politique. Je reviens sur une question de Magali concernant la vision du développement de filières en province du Luxembourg et sur les aspects logistiques. Quel serait le modèle qui serait à privilégier de votre point de vue d'acteur de terrain? Et je pense que le modèle, il est très clairement à créer ensemble. Nous, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est pallier à des manquements. Et donc, il y a très certainement besoin d'un centre logistique global à l'échelle d'un territoire et l'échelle de la province de Luxembourg. Enfin, voilà, pour nous, elle est cohérente. Le fait de s'installer à Libramont par rapport aux axes routiers, c'est cohérent. Après, comment le développer? Effectivement, il y a différents modèles qui peuvent se mettre en place. Là, on en teste un avec Literroir, eux redescendent vers Libramont, mais avoir des points de collecte, en tout cas, qui sont éloignés de Libramont pour tout recentraliser par la suite à Libramont, est très clairement une option qui tient la route. Maintenant, au niveau des différentes filières, ça se verra avec les acteurs de la filière. Très clairement, pour l'instant, on va partir sur une concertation, en tout cas au niveau du légume, qui est essentiel. On est dans les groupes de travail au niveau de la viande et il y en a d'autres qui se profilent. Donc, on verra où tout ça nous mène au final. Donc, nous, on pense que le bon sens, c'est d'avoir un gros point central. En tout cas, aux alentours de Libramont et des grands axes autoroutiers, ça fait sens. Après, les formes, on va voir la spontanéité des territoires aussi, quoi. Mais il est clair que notre but n'est pas de réinventer la roue. Hein. On a déjà des acteurs sur le territoire et il faut créer des partenariats et de ne pas repenser ce qu'eux ont déjà pensé. Hein. Il faut se servir des outils déjà existants. Hein. Ça, c'est une certitude. Donc, je pense que oui, en fonction des filières, c'est possible de décentraliser, ce n'est pas un problème. Et le fait que justement, on ait des camions qui roulent en permanence sur cette province, facilite forcément tout. Hein. Nos camions, finalement, ne roulent que 2 jours semaine. Hein. Donc, il y a de la place et du temps pour les faire rouler les autres jours à d'autres choses sur la province. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut une cohérence, en tout cas. Oui, oui.
Alors, juste peut-être, et sauf s'il y a d'autres questions, tu as parlé, vous avez parlé régulièrement de groupes de travail, de dynamique de groupes de travail. Ça demande quand même une sacrée énergie que d'organiser, d'animer ces groupes de travail, d'en tirer les enseignements. Comment vous vous organisez? Parce que vous dites vous-même, vous avez des journées de fou, et vous mettez encore en plus des groupes de travail en place, avec quel partenariat? C'est un investissement en fait, hein, c'est un investissement en temps. Hein. Donc c'est vrai que c'est du temps entre guillemets perdu dans un premier temps. C'est du temps où on ne fait pas. J'ai pas dit que c'était perdu. Hein. Investissement en temps pour la suite, parce que tout ce qui était pensé en amont ne doit plus être redétruit en aval après, quoi. Maintenant, on ne va pas se mentir, on n'est pas toujours bon dans la mise en place des groupes de travail, mais à chaque fois qu'il y a un gros projet, en tout cas, il y a des groupes de travail qui sont mis en place. Pour le magasin, ben voilà, Denis avait mis en place le groupe de travail par la commission de gestion du magasin au départ, donc où il l'a mandé en proposant d'autres modèles de magasins en France, etc., pour pouvoir donner des idées aux participants. Et puis après, eux ont construit leur propre modèle. Cette commission de gestion reste en place, je dirais, a lieu plus ou moins une fois tous les mois et demi, donc pour pouvoir continuer à animer le magasin. Là, pour les groupes de travail, donc pour le projet agricole qui vient, ben on a 3 groupes qui se mettent en place. Donc, un groupe de travail sur la viande, un groupe de travail sur le traiteur et un autre groupe de travail, donc magasin, qui va rejoindre justement la commission de gestion magasin. Donc, c'est des heures après journée, hein, on ne va pas se mentir. C'est des heures de bénévolat de la part des producteurs et de nous-mêmes aussi. C'est des heures qui sont impayables. Elles sont impayables, ces heures-là. Donc, et ils sont portés par, donc les groupes de travail sont portés par le conseil d'administration. Oui. Donc c'est eux qui les animent. Donc voilà, parce que nous, notre responsabilité dans l'équipe technique aussi, c'est de maintenir un conseil d'administration qui est dynamique, parce que on a de la chance de ne pas avoir un conseil d'administration qui nous tombe dessus, qui est politique, qui prend des orientations et qui ne suit pas les projets. C'est les producteurs. Donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on crée une coopérative, on est actif dedans. Sinon, on l'a dit avec Hélène, si on n'a plus de modification, si on n'a plus de motivation au niveau du conseil d'administration, on arrête la coopérative et les mois on fait une boîte privée et voilà. Enfin, sinon ça ne fait pas sens, quoi. Et on gagnera mieux notre vie. Et on gagnera mieux notre vie, oui. Donc voilà, nous on est pour un conseil d'administration qui est actif parce qu'il est à la base. Sinon, de notre côté, ça ne fait pas sens. Ouais. Donc c'est eux qui vont porter les groupes de travail, différents administrateurs. Et nous, on est là pour encadrer, structurer, etc. Et opérationnaliser derrière. Voilà, et puis faire la suite, quoi. Bien, bon. Est-ce qu'il y a encore une dernière question de clarification, une question profonde que vous souhaiteriez poser à Hélène et Denis? Sinon, je laisse la parole à Marc, qui va un petit peu nous tirer quelques fils intéressants de ce qui a été dit cette matinée. Mais est-ce qu'il y a encore une question? Une réaction? Non? Alors, je laisse la parole à Marc. Avec une vision un petit peu hélicoptère de ce qui a été dit, c'est qu'est-ce que ça lui inspire comme réflexion par rapport au modèle qui est mis en place par Réseau Solidairement, et qu'est-ce que ça peut générer comme piste de réflexion pour les circuits courts dans les années qui viennent. Bien, je vais faire quelques commentaires qui sont personnels, évidemment. C'est ce que moi, j'essaye d'identifier comme caractéristique de votre projet. Bon, je pense qu'on peut faire sur plusieurs points un peu un parallèle avec Paysans Artisans qu'on a discuté il n'y a pas très longtemps. En ce sens que vous avez un projet qui émane de producteurs et de vendeurs. Donc, c'est un projet qui vient de la base. Ce n'est pas un projet qui a été conçu dans un bureau quelconque ou qui s'est défini par rapport à une politique de la région ou de l'Europe. Hein. C'est un projet qui vient de la base et qui a donné sa propre forme. Hein. Son originalité, je crois, c'est un peu la même que Paysans Artisans, même si c'est une autre échelle, c'est que vous êtes un projet territorial. Hein. Vous vous définissez par rapport
à un territoire et c'est ce territoire que vous essayez de construire comme un espace économique de circuit court. Alors ça, je pense que c'est assez caractéristique de beaucoup de projets, enfin de certains projets de circuit court, en ce sens qu'au fond, votre projet, c'est mutualiser des ressources pour faire vivre les circuits courts et la vente plus ou moins directe. Bon, ce qui est très, très caractéristique du projet solidairement, c'est évidemment de ne pas travailler en direction des consommateurs directement, mais avec un réseau de vendeurs, principalement, si j'ai bien compris, des épiceries, des restaurateurs. Et ça, je pense que cette originalité, elle tient un peu à votre point de départ, qui était l'épicerie de Bex-de-Lanvirton. Et au fond, vous avez un peu généralisé et donné une autre ampleur à un projet de ce type qui correspond effectivement à une certaine volonté, je pense, de revitaliser un peu la vie des villages et des petites villes à travers le commerce en circuit court. La deuxième, je pense, originalité de votre projet, c'est au fond votre magasin Libramont, qui est un magasin, au fond finalement un magasin de producteurs, hein, puisqu'il est largement animé par des producteurs eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est très original, tout en étant inséré dans votre grand réseau de logistique, finalement. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant, tant du point de vue du fonctionnement, c'est-à-dire de l'état d'esprit dans lequel la coopérative fonctionne, et aussi très intéressant du point de vue du lien avec le consommateur, parce que c'est là finalement que peut se faire un petit peu l'échange entre des consommateurs et des producteurs. Et on sait que dans les circuits courts, c'est quand même un des moteurs quand même de la pérennité des circuits courts, c'est de maintenir ce contact et cette relation, enfin, me semble-t-il. Donc, réseau d'épicerie dans les villages. Alors moi, j'ai été très surpris de savoir qu'il y en avait, je ne sais pas combien, vous avez dit 40 qui attendaient de pouvoir entrer dans le réseau. Ça veut dire que ce qui aurait pu paraître au départ, je pense, comme presque utopique, hein, de recréer des épiceries dans les villages, il y a une réelle demande et ça, c'est réellement, je pense, un gros atout des circuits courts qui réussissent à s'organiser comme vous le faites. Il y a deux ou trois choses qui me paraissent, enfin un petit peu, c'est pas des questions, mais la question de la coopération entre différents territoires et différents modèles plus ou moins similaires aux vôtres. Et on voit bien qu'ici, e-terroir, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas la même chose que vous, mais vous réussissez à organiser des coopérations. Et vous en aurez peut-être avec d'autres territoires par la suite, parce que je pense que le problème va se poser dans un certain nombre de domaines que de pouvoir faire des échanges entre des sous-régions de la Wallonie. Et ça reste évidemment, à mon avis, un gros chantier, mais qui prendra sans doute des années avant de pouvoir se construire et s'élaborer. Et où là, vous devrez, comme vous le faites avec vos producteurs, régler le problème des concurrences possibles et des complémentarités. Je dirais un petit peu aussi, comme paysan artisan, ce qui est caractéristique de votre modèle, c'est, bon, il est basé sur des producteurs et des vendeurs, mais vous, et ça je trouve ça très, très intéressant, je l'avais déjà dit pour paysans artisans, mais vous laissez l'autonomie aux producteurs dans la manière dont ils s'adressent au marché, quoi, dans la définition de leurs produits, de leur qualité et dans la fixation des prix. Et ça, je pense, c'est quelque chose donc, dans une certaine mesure, vous laissez jouer une certaine concurrence entre eux, pourvu qu'elle ne soit pas malsaine. Je pense que c'est une bonne chose que de maintenir cette autonomie, parce que finalement, vous n'avez pas non plus à prendre la responsabilité de tout.
chaque producteur et chaque vendeur est responsable de son activité et en même temps, ils conservent cette autonomie, c'est-à-dire ils conservent leur liberté à la limite d'entrer, de sortir et de se comporter comme ils veulent. Je pense que c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles vous avez une demande de producteurs d'entrer dans votre réseau. Je trouve ça, moi, enfin, très attractif pour des producteurs que de savoir j'entre dans un réseau qui met à mon service un certain nombre de ressources, mais je garde mon autonomie et ma liberté de décision. Alors, ma dernière remarque est un petit peu c'est un constat que vous faites, mais je pense qu'il est sur le décalage entre l'offre, je dirais, institutionnelle et les demandes qui émergent de projets comme les vôtres. Alors là, je pense que le collectif 5C, il a toute sa justification de pouvoir faire des propositions aux autorités politiques et administratives sur les manières de soutenir un type de projet qui n'entre pas dans les canons habituels des projets d'entreprise ou des projets individuels de producteurs ou d'indépendants. Vous êtes une formule finalement qui, dans sa forme coopérative, est très ancienne. C'est pas neuf la coopérative, mais en tant qu'organisation d'un réseau d'acteurs indépendants, votre projet est réellement original et probablement qu'il ne rentre pas dans les cases et dans les catégories habituelles des politiques et des administrations. Et je pense que vous avez raison tout à fait d'espérer que au niveau d'une région comme la région wallonne, il y ait une espèce de schéma qui maintienne une cohérence régionale à l'ensemble de ces projets. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail sans doute à faire, peut-être même de la part du réseau, de travailler dans cette direction-là. Comment pourrait-on imaginer un système cohérent de soutien et d'encadrement de ces projets de circuits courts dans la région wallonne? Ça, je crois que c'est un chantier qu'il faudra ouvrir dans les mois ou les années qui viennent. Voilà, je vais en rester là. Merci. Merci Marc. Est-ce que ça vous inspire, Hélène et Denis? Il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Marc ou bien c'est justement raisonné. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Maintenant, je ne sais pas si on ne répond pas vraiment aux cases fixées par les institutions. Je pense peut-être plus, et peut-être plus péjorativement, c'est mon côté un petit peu plus pessimiste qui parle, que peut-être qu'il y a quelque chose à faire vraiment dans le copinage institutionnel, on va dire ça comme ça. C'est plus là. Parce que les cas, si, on rentre dedans. On rentre dedans. Mais voilà, on ne ressent pas la même volonté en tout cas. Et je pense qu'ils ont besoin de venir un petit peu plus sur le terrain pour se rendre compte. Ouais. Effectivement, moi je pense quelque chose sur lequel j'insisterai, c'est que quand vous passez à Libramont, allez acheter quelques produits au magasin, au comptoir et rencontrer Hélène et Denis, essayer de rencontrer les producteurs qui y sont et mieux comprendre le système en tout cas. Mais en tout cas, merci à vous deux. Je sais que vous avez pris un petit peu de votre temps précieux. Je pense que c'était extrêmement instructif pour tous les participants. Là, je vous informe un peu tardivement que le webinaire a été enregistré, donc on le distribuera, on l'enverra aux participants de manière à ce qu'ils puissent revenir sur tel ou tel aspect. C'est toujours intéressant de garder une trace de ce qui a été échangé, ce qui a été dit. Donc, je voudrais aussi dire qu'en ce qui concerne le réseau, vous pouvez y avoir accès, vous pouvez avoir accès, même si le site web n'est peut-être pas tout à fait mis à jour comme le signalait Hélène,
vous avez quand même des informations sur celui-ci. Donc, n'hésitez pas aussi à aller visiter le site web. Je vous invite à le parcourir. Si vous voulez plus d'informations concernant la route de l'innovation, ben, vous en avez également au travers du lien qui est là. Et puis, comme il est 54, je vais vous demander peut-être une petite évaluation de ce webinaire, de manière à ce qu'on puisse eh bien, améliorer les choses dans la suite des opérations. Donc, je vais manipuler 30 secondes mon écran et je vais vous inviter à vous connecter à menti.com. Donc, attendez, il faut que je ne fasse pas de bêtises. Je vais partager l'écran. Voilà, on va y arriver. Je vous demanderai de vous connecter à Menti avec le code qui est ici au-dessus et d'évaluer la réunion. J'espère que vous pouvez vous y connecter. Oui, non? Non? Pour le moment, ça ne marche pas? Y avez-vous accès? Ah, ouf! Voilà. Je vous laisse encore une minute. Puis je vais passer à la deuxième partie du questionnaire, qui est la plus importante. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part de manière à améliorer le produit, des suites à donner par rapport à ce type de réunion à laquelle pour le moment, évidemment, on est quelque part contraint de par les conditions sanitaires. Pas de commentaires? Non. Ça peut être des sujets d'amélioration. Hein. Ne lancez pas que des fleurs. Vous pouvez être critique et ben voilà, nous proposer soit... moi, j'ai entendu que par rapport au collectif 5C, ben, il y avait certainement un travail à faire au niveau du réseau. Ça, c'est une chose. Mais il y en a certainement d'autres. Réfléchissez aussi par rapport à vos organisations, vos besoins, ce sur quoi vous travaillez pour le moment, notamment en matière de circuit court. Je n'ai qu'un seul commentaire. Une fois, deux fois, trois fois. Oui, il est bon. Effectivement, on est désolé d'être contraint pour le moment à ce genre d'artifice par lequel on doit passer. Espérons que assez rapidement, on pourra reprendre des réunions présentielles, comme on dit aujourd'hui. Ok, la question de la coordination à l'échelle de la province de Luxembourg, effectivement, est, je pense, fondamentale. Denis et Hélène l'ont abordé. Dans vos commentaires, vous l'avez abordé également en termes de logistique, en termes de synergie entre les structures. Ok, ben je vais arrêter ici, sauf si vous avez encore d'autres choses à
à proposer? Vous pouvez toujours continuer à nourrir l'évaluation. Donc moi, je vais d'abord remercier Hélène et Denis. Merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Merci à tout le monde. Beau témoignage et beaucoup de richesse dans votre projet. Merci à tous les participants. Si jamais vous avez encore des commentaires, des questions ou autres à poser au réseau Solidairement, ben vous n'hésitez pas. Soit vous le faites directement, vous avez le contact web sur le site, enfin, le contact mail sur le site web. Sinon, ben, vous pouvez aussi passer par le réseau et on se fera un plaisir de relayer les choses. Donc, comme je l'ai dit, le webinaire est enregistré. On vous enverra une copie, enfin en tout cas un lien pour y accéder. Vous avez la possibilité aussi d'enregistrer la discussion quand vous allez dans la conversation. Il y a les 3 petits points sur le côté qui vous permettent de garder une trace des échanges et des questions qui ont été posées. C'est toujours quelquefois utile pour garder effectivement des éléments. Sinon, il est midi. Nous respectons l'horaire. Je vous remercie beaucoup et à bientôt pour la 3e étape qui est jeudi avec Ferme en Vie. Et donc Bernard Convier nous fera un témoignage de l'expérience de ce collectif de 4 fermes. Et on va diviser cette réunion en 2 parties. Donc la première avec un témoignage de Bernard et ensuite eh bien, on va travailler un petit peu ensemble sur des questions clés. D'abord, ce que vous retenez des différents exposés et puis ce qui devrait être traité dans la suite des opérations, notamment au travers de la route de l'innovation, parce qu'il y a des suites à donner. Et donc, on compte sur vous tous pour y participer. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, vous pouvez toujours le faire. On enverra le lien vers le webinaire demain au plus tard. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.